إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Des troupes alliées. Roosevelt arrive au Maroc avec son optimisme communicatif, la charte de l'Atlantique qui appelle au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et une escouade de diplomates qui font une lecture très américaine de ses bons principes. On s'arrache la photo de sa rencontre avec le sultan dans toutes les médinas. La photo du roi Mohamed V contre Roosevelt et Churchill. Je suis très fier. Le Maroc a vocation à devenir indépendant. Notre roi étant les deux plus grands de l'époque. Et les intérêts étant ce qu'ils sont, on a compris par la suite que ni les Américains ni les Anglais n'allaient venir nous libérer, que la libération ne pouvait être que le fait des Marocains eux-mêmes. Au fond, parmi les alliés, personne n'a vraiment le temps de se pencher sérieusement sur le cas du Maroc, y compris le général de Gaulle, qui a fort à faire pour déjouer la rivalité de Giraud, avatar sans relief mais gênant, suscité par la méfiance anglo-américaine. Pourtant, de Gaulle est parfaitement conscient de la nécessité de faire évoluer le protectorat et il traite lui aussi le sultan comme un partenaire à part entière. Mais en attendant que rien ne bouge, un nouveau résident inflexible s'y emploie. Or, l'onde de choc de la guerre a conduit les patriotes marocains à fonder un parti de l'indépendance, l'Istiklal, et à diffuser largement le manifeste de leur programme. Les relations entre l'Istiklal et le roi. Il n'y a pas de pacte. Mais il y a un engagement moral qui est d'une importance capitale, que l'Istiklal ne lâche jamais la monarchie, mais que le monarque ne lâche jamais non plus l'Istiklal. Et ça s'est réaffirmé en 1944, c'était le temps de demander l'indépendance. Pour les Marocains comme pour la résidence, il ne fait aucun doute que le sultan soutient l'action de l'Istiklal, même s'il refuse habilement d'abattre son jeu pour affirmer la position de recours qu'il est en train de se forger. En 1944, lorsqu'ils ont présenté le manifeste, la résidence a décidé le lendemain d'emprisonner, de cueillir Yazidi, Balafrej et un autre Araba. Tout de suite, une manifestation s'était déclenchée. La police est rentrée dans la médina de Rabat. À ce moment-là, la police ou les gendarmes ont tiré. Les autres se sont vengés. Il y a eu des morts. La répression implacable menée par la résidence démontre au sultan que la situation n'est pas mûre. Il désavoue du bout des lèvres l'Istiklal, mais il n'oubliera jamais le fleuve du sang déversé qui lui coule désormais dans le cœur. L'armée française a exécuté à Rabat, enfin dans le champ de tir de Téméra, un certain nombre de jeunes qui avaient manifesté pour cette indépendance. On leur demandait de rétracter leur allégeance au mouvement pour l'indépendance et ils refusaient et ils étaient fusillés. Il reste un chemin, celui d'en appeler à De Gaulle. Le général est débarrassé des remugles de Vichy et des intrigues des Alliés. Il se parle d'homme à homme et le scénario d'une évolution significative du protectorat est relancé. De Gaulle y met le grand style qu'apprécie le sultan. Il lui fait présider à ses côtés le défilé du 18 juin et lui accorde l'honneur inouï d'être fait compagnon de la libération. Le sultan est resté toujours du côté de la France. Il n'est pas de ceux qui se sont dit, profitant de cette deuxième guerre mondiale, pour reconquérir notre indépendance. Il a été très loyal et tout le monde était prêt à en tenir compte. Le sultan ne doute pas de la parole de Gaulle qui a désavoué le résident général et libéré les patriotes emprisonnés. Mais la vie politique française est incertaine. Il revient avec des promesses. Suffiront-elles à satisfaire ceux qui l'accueillent en lui faisant fête et cette jeunesse impatiente comme celle de son fils?
Or, si De Gaulle se retire, l'arrivée à la résidence d'Éric Labonne, prototype de haut fonctionnaire intellectuel et romanesque, semble confirmer les bonnes dispositions de la France. Labonne, qui a connu Lénine et admire le capitalisme américain, est partisan d'une sortie de crise par le développement et la prospérité. Labonne, sa limite était qu'il voyait l'histoire sous forme économique. Il pensait qu'au Maroc, on pouvait faire une sorte d'école de cette démonstration entre un pays libre plus riche vis-à-vis d'un pays devenu libre plus pauvre et jouer la carte le contrat entre deux pays libres, un plus riche et un plus pauvre. Cependant, la résidence est devenue une lourde bureaucratie rétive à toute initiative. Elle fourmille d'agents qui ont parti liés aux coloniaux et distillent les principes les plus rétrogrades. Parmi eux, le chef de la police de Casablanca, maître d'un calendrier où les résidents passent tandis que les flics demeurent, mine en permanence les instructions de Labonne. Ce contre-pouvoir porte un nom, Boniface. Boniface était à la direction des affaires politiques, qui est la direction qui était à côté du résident général qui gérait le Maroc. Et il était le patron du Maroc. Il avait une intelligence vive, mais c'était un comploteur né et un adepte intégral de la colonisation directe. Et il avait presque une haine aveugle contre le monarque et la monarchie. Il a constamment manœuvré contre la monarchie et contre la personne du roi. Il bloquait tout et il était fondamentalement contre la libération, contre l'indépendance, contre l'évolution du Maroc. On fait souvent la fête chez M. Boniface, entre gens du même monde, qui se bercent de l'illusion d'aimer le vrai Maroc. Le leur, celui de la fortune coloniale et des grands féodaux protégés, tel le Glaoui, tout-puissant pacha de Marrakech. Entre petits fours et pas de danse, une campagne de calomnies abjectes contre le sultan s'élève depuis les élégantes réceptions du chef de la police jusqu'à Paris, où il y a bien assez de monde pour la colporter. Pour le sultan, sali et insulté, c'est une blessure de plus que lui inflige cette France qui prétend noblement le protéger. Solidaire du sultan, Éric Labonne lui a accordé volontiers de se rendre avec ses enfants à Tanger, ville internationale au-delà de la zone espagnole, pour qu'il y réaffirme l'unité du Maroc. Mais une rixe ourdie par Boniface dans le quartier réservé de Casablanca a dérapé en incidents sanglants, envenimant encore plus les menées calomnieuses. Ulcéré, le sultan néglige ostensiblement le couplet obligé sur l'œuvre de la France dans le discours qu'il prononce et qui reprend le programme de l'Istiklal. C'était presque l'appel du 18 juin. Nous avons été tous jeunes Marocains, peuple marocain, société marocaine. Nous avons tous été d'abord frappés par le courage politique du souverain, par sa vision absolument remarquable du contexte international, par l'affirmation que le Maroc veut son indépendance. Le Maroc est un pays arabe et musulman. Le Maroc appartient à la Ligue arabe. Le choc ébranle tout l'édifice du protectorat. Après 20 ans d'un règne prisonnier, le sultan scelle définitivement son alliance avec le peuple dont il est désormais le roi incontesté. Mais en retour, ce même choc abat aussi Labonne, accusé par le parti colonial de s'être fait naïvement duper par le souverain. Le sultan a été poussé par un entourage de jeunes gens patriotes qui disaient ça suffit comme ça. Certains pouvaient penser même qu'elle était allée trop loin pour se débarrasser de Labonne qui était un trop bon Français. Le discours de Tanger ouvrait une période critique et la France y a répondu vous voulez une période critique, et bien on vous envoie un gros bâton et ils vont voir ce qu'ils vont subir.
Le gros bâton, c'est Juin, pas encore maréchal et forte personnalité militaire comme les aiment les socialistes de la 4e. Très informé des affaires d'Afrique du Nord, mais les jugeant à l'aune de ses origines pieds noirs. Juin pense Alger quand il arrive à Rabat et Contagion sur sa terre natale lorsqu'il considère l'Istiklal et le sultan. Ce sont deux emmitouflés qui se font face, l'un dans son burnous, la mine maussade derrière ses lunettes noires, l'autre dans sa méfiance, galonné de manière brusque. Juin est venu avec un programme de réformes fallacieuses, le sultan refuse de les promulguer, c'est l'impasse. C'est le général Juin qui a affirmé la politique de menacer le roi. Il a demandé que le roi condamne l'Istiklal et les dirigeants de l'Istiklal comme agents de l'extérieur, comme communistes, parce que la Grande Guerre froide avait commencé. Il voulait l'une des deux alternatives. Ou bien supprimer l'Istiklal et l'anéantir, et donc laisser Mohamed Ben Youssef tout seul, ou bien, s'il ne se résout pas, briser le sultan et l'exiler. La farandole des voyages inutiles à Paris a repris. Le sultan n'est pas dupe de ces sempiternels honneurs qui visent à l'endormir, mais lui permettent de mesurer à quel point l'opinion française se refuse à la fin du protectorat. On est en pleine guerre froide. Juin, qui ne le lâche pas d'une semelle, voudrait lui arracher l'interdiction du Parti communiste. C'est encore un non, sans appel. Les divergences qu'il a eues avec le général Juin, Mohamed V s'est refusé à interdire le Parti communiste marocain. C'était, comme il disait, ses fils comme les autres. Juin saisit alors la carte que lui tendent Boniface et ses séides, celle du Glaoui, le pacha de Marrakech, qui nourrit à l'égard du sultan une animosité aussi ancienne que l'histoire de la lutte des féodaux contre le Marsène. Après l'échec du voyage du roi en France, le Glaoui est entré chez le roi en lui disant « Tu dois choisir entre moi et le parti de l'Istiklal ». Actuellement, c'est le parti de l'Istiklal qui te dicte ce que tu dois faire, alors que c'est moi et mes amis, c'est-à-dire tous les féodaux, qui traditionnellement sont des appuis. Le roi l'a chassé. La crise a commencé à éclater dès décembre 50. Bombardé, seul véritable ami de la France, le Glaoui rassemble une coalition de caïds qui se met en marche avec ses tribus vers le palais de Rabat. Il est vrai que Juin est un spécialiste de la déposition des monarques depuis le sort qu'il a infligé au bey de Tunis en 1943. C'est M. Boniface qui a échafaudé cette politique. Ils ont trouvé en le Glaoui un partenaire parfait. Un Glaoui ne comprenait pas la démarche des mouvements nationalistes. Ils ne se rendaient pas compte que le monde changeait. Ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait un mouvement de libération partout dans le monde et que le Maroc était un des premiers à avoir adhéré à ce mouvement. Le sultan a signé les pseudo-réformes sous la menace, mais Juin sait fort bien qu'il ne s'agit que d'un repli stratégique. Il doit rejoindre l'OTAN et se cherche un successeur de sa trempe. En attendant, pas de crainte pour l'intérim, l'efficace Boniface est fidèle au poste. Il triomphe même dans cette coupe de football qu'il confond avec la politique marocaine. Pour lui, c'est match gagné par l'équipe de France avant le carton rouge pour le sultan. Aux marges de l'œuvre de la France claironnée sans nuance, le bouleversement de la société marocaine entraîne vers les cités un immense cortège de laissés pour compte qui s'entasse dans des bidonvilles où les nationalistes moissonnent sans cesse de nouveaux militants. Tandis qu'encore plus caricature qu'héritier désigné de Juin, le général Guillaume a la main lourde et la tête farcie des clichés d'autrefois servis en lampe de bois. Continuons sans relâche à travailler nos forces de tout notre cœur à la grandeur et à la prospérité du Maroc. En 1952, tout le monde, tous, presque sans exception, à fur et à mesure que le temps avançait, ont ramassé de toutes parts. Des instructions ont été données
pour repérer les responsables régionaux et locaux de l'Istiklal. Alors tout l'appareil, et on a accueilli tout le monde. Les responsables dans chaque région. Depuis 1948, on préparait ça. Et en 1952, on a mis à exécution. La répression ne suffit pas à celui que l'on surnomme le sanglier. Il songe à déraciner désormais le patriotisme au cœur même de la forêt où il repousse sans cesse, au palais du sultan et de son fils qui maintiennent le lien avec l'Istiklal. On a compris que la future stratégie de la résidence générale, c'est qu'il faut d'abord décapiter le parti de l'Istiklal et décimer le parti de l'Istiklal pour que le roi soit à la merci, en tête à tête, de la résidence générale. Le roi le savait, il savait que son tour devait arriver. L'assassinat à Tunis du leader syndicaliste Farhat Hached met le feu aux poudres. Une émeute déborde du bidonville des Carrières centrales et embrase Casablanca. 3 Européens sont tués. Les forces de l'ordre sous contrôle de la résidence répliquent en tirant sur la foule, laissant plusieurs centaines de morts. L'insurrection inquiète d'autant plus les coloniaux qu'elle manifeste une solidarité inédite entre les courants nationalistes d'Afrique du Nord. Et l'opinion française découvre des images qui ne sont plus celles des nobles indigènes affublés du masque de la reconnaissance, mais des premiers martyrs d'une cause qui désormais l'épouvante. Pour le général Guillaume, on n'a que trop tardé à reprendre le scénario laissé par Juin. Et pour le Glaoui, c'est le moment du règlement de compte avec celui qu'il n'appelle plus que le sultan des Carrières centrales. Quoique cousue du fil blanc de la résidence, la procédure est habile. Il s'agit d'une affaire entre Marocains, les purs du bled et de l'Atlas contre les exaltés corrompus de l'arabisme révolutionnaire. À Paris, le gouvernement du faible Laniel, assommé par des grèves, laisse faire. Les tribus du Glaoui n'ont plus qu'à reprendre la route et à encercler le palais de Rechef. Sa Majesté